Bon, on va retrouver Lionel Bonneau. C'est tout un programme, là. C'est le stockage et les sauvegardes. Il y a beaucoup à dire. Merci. Donc effectivement, comme le disait Sophie, hein, globalement, vos données sont votre patrimoine. Au même titre, hein, globalement, les données sur vos processus de fabrication et tout. Donc globalement, vous allez retrouver un petit peu le stockage des données. Alors, je vais passer assez vite là, parce que globalement, on est passé l'identité numérique. Hein. Aujourd'hui, on dématérialise beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous pouvez payer avec votre téléphone portable. Vous n'avez pas votre carte bleue, vous avez votre pièce d'identité avec le certificat numérique, l'identité numérique, globalement. C'est dématérialisé. Alors c'est vachement intéressant parce qu'on n'a plus besoin de se trimballer avec des papiers. Mais c'est dangereux parce que globalement, si on vous le vole, un, vous n'êtes pas conscient qu'on vous l'a volé. Deux, quelqu'un peut l'utiliser assez facilement parce qu'il suffit d'avoir un matériel qui va bien. On les stocke et comme le disait Sophie, hein, ces données vont transiter par plein d'équipements sur lesquels vous n'avez même pas conscience au niveau réseau par quels endroits ils vont passer. Et donc c'est important d'être conscient de ça et de faire une analyse de où sont vos données stratégiques et d'être conscient de potentiellement changer notre mindset sur le sujet. Donc globalement, oui, elle transite, hein, je vais passer assez vite, hein, globalement elle transite par plein d'endroits. Ça va du smartphone, ça va de la clé USB, ça va du disque USB, ça va à plein d'endroits sur des serveurs, sur le cloud, et j'y reviendrai un petit peu plus tard sur le cloud, sur le sujet. Et globalement, par rapport à cette responsabilité, hein, c'est votre patrimoine, mais votre responsabilité, c'est aussi de protéger votre patrimoine, parce que c'est de la valeur, que ce soit votre patrimoine personnel, hein, sur le droit à l'image, sur un ensemble de choses, hein, sur vos opinions politiques, sur les voyages, sur vos hobbies. Donc globalement, c'est des données qui sont propres. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a un ensemble de données qui sont propres à l'entreprise, qui font partie du patrimoine de l'entreprise. Votre base client, votre réputation, votre réputation par rapport à votre investissement en tant qu'employeur, par rapport aux salariés, ainsi de suite. Donc globalement, c'est hyper important et la donnée, c'est vraiment fait partie intrinsèque de votre patrimoine. Et il faut faire une analyse, hein, globalement, il faut être capable, comme le dit Sophie, de le cartographier. Cartographier leur localisation, les endroits où elles vont transiter, leur sensibilité. Globalement, est-ce que c'est une donnée critique pour moi ou pas? Vraiment être capable de dire, ça on s'en fout, c'est pas gênant, elle peut être divulguée parce que cette information-là, personne n'en fera quelque chose. Et puis, dernier point, c'est globalement, la sensibilité des données, c'est des choses qui relèvent de l'RGPD, qui relèvent du secret, qui relèvent de... vous avez tous une application pour suivre vos comptes en banque sur votre téléphone. Vous avez vos données bancaires, vous avez vos données de l'état civil. Hein. Potentiellement, vous avez pris en photo votre carte d'identité parce que, au cas où je l'oublie, je peux présenter une photo. Ouais, sauf que votre identité, elle est dans votre téléphone, sur la carte SIM, voire sur une carte stick. Et globalement, elle peut être happée quand vous allez faire une sauvegarde sur le cloud. Potentiellement, votre photo de carte d'identité se retrouve à un endroit. Et c'est hyper important d'avoir cette chasse. Et le but, c'est de faire une analyse de risque. Moi, je ne vais pas vous dire, il faut tout bétonner, on va acheter des solutions hyper chères. Le risque zéro n'existe pas, mais il faut que vous soyez conscient que dans vos choix, il faut imaginer les choses. Quel est le risque que je prends sur le sujet? Et c'est vrai dans la vie personnelle, notamment sur la réputation, le droit à l'image, le droit à l'oubli, mais c'est vrai aussi dans l'entreprise. Donc c'est hyper important d'avoir ça. Et pour protéger ces données, on a trois solutions. Trois solutions globalement qui sont des choses, je ne vais pas donner de recettes miracles, hein. C'est juste des possibilités et des choses qui sont faites avec des outils ou pas, hein, mais globalement. Et globalement, c'est tout ce qui est réplication de données. Pour assurer une résilience de vos données, je ne les mets pas à un seul endroit, je les mets à plusieurs endroits différents. Comme ça, si à un endroit j'ai une panne, un feu, je vais être capable de les récupérer à l'endroit à côté, parce que je les ai stockés aussi à cet endroit-là. Donc ça, c'est la première protection. La deuxième, c'est effectivement, on peut être amené à se faire voler des données. La deuxième, c'est de chiffrer ces données-là. Parce que quelqu'un, s'il arrive à vous voler vos données, il ne pourra pas les lire de façon facile. Donc ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième, qui est elle, une notion de protection sur la sauvegarde de vos données. À un moment, vous faites des sauvegardes, et ça va traiter un ensemble de risques, et je reviendrai dessus. Donc globalement, un petit focus sur le cloud. Aujourd'hui, le cloud, c'est génial. On fait des sauvegardes avec vos tablettes.
il vous propose avec Google Drive de sauvegarder en permanence sur le cloud. C'est facile, hein, parce que pendant que je dors, je lance une synchro, baf, tout va sur le cloud. Effectivement, dans le monde de l'entreprise, hein, au niveau personnel, on voit les intérêts. C'est gratuit, il y a un certain nombre de stockage qui est gratuit. Une entreprise, ça va vous permettre de traiter un certain nombre de choses, notamment la sécurisation. Vous avez une infrastructure, hein, c'est des serveurs, c'est des investissements, hein, des PC, et potentiellement avec le cloud, vous allez pouvoir introduire une sorte de résilience, de sécurisation. Je mets des données sur le cloud, comme ça, si je perds mon PC, mon serveur, je vais pouvoir récupérer mes données sur le cloud. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur une agilité. Le cloud, j'ai besoin de puissance de calcul. Hein. Mon PC, il a plus de RAM ou il a du mal à traiter. Je vais en acheter. Avec ma carte bleue, j'achète un serveur et je vais aller faire un certain nombre de choses. Et ça va vous permettre aussi de monter en performance. Peut-être que sur le cloud, je vais acheter de la CPU et je vais avoir beaucoup plus de performance qu'avec mes vieux bousins que j'ai mis à disposition par mon patron. Et puis, dernière chose, hein, c'est sur tout ce qui est compétitivité. Le cloud, ça va vous permettre de développer la compétitivité parce que ça va faire du time to market assez rapidement. C'est-à-dire développer des produits en utilisant la puissance de la flexibilité du cloud de façon assez facile. Donc ça, c'est tous les avantages et tout ce qui va vous permettre d'implémenter en utilisant de façon intelligente le cloud. Mais avant, il faut se poser un certain nombre de questions. Globalement, c'est aujourd'hui, est-ce que je peux migrer mes données critiques d'une application sur le cloud? Si c'est une application critique, ok, je peux donner, à condition de chiffrer mes données, d'être capable de garantir qu'à chaque moment, je pourrai accéder à cette zone sur le cloud. Globalement, ça veut dire que j'introduis dans le chemin critique de mes données, hein, c'est le lien réseau qui me fait aller jusqu'au cloud. C'est l'hébergement sur le cloud. Hein. Globalement, il y a quelques utilisateurs d'OVH, quand le jour où OVH a brûlé à Strasbourg, qui avaient plus que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils avaient tout mis chez OVH à Strasbourg. Ils n'avaient pas vu que potentiellement ils étaient hébergés qu'à un seul endroit. Donc globalement, c'est des choses comme ça. Et donc, oui, je peux mettre des données, des applications critiques sur le cloud en me prémunissant d'un certain nombre de risques. D'accord ? Deuxième chose, quels sont les impacts du Cloud Act sur mes données. Globalement, j'ai une concurrence nord-américaine. Je vais peut-être pas mettre mes données sur Azure parce que pour info, Cloud Act, c'est quoi? C'est que l'État américain, un juge fédéral, il délivre un mandat qui oblige Microsoft à donner les données que vous avez posées, vous, chez Azure, hein, chez Microsoft, en France. Parce qu'il y a des choses qui remontent aux États-Unis et potentiellement, par rebond. Voilà. Donc le Cloud Act, après vous allez me dire, mais moi j'ai pas de la concurrence nord-américaine, donc c'est pas gênant. Mais le Cloud Act, c'est ça. Donc voilà, si vous avez une concurrence nord-américaine, il faut se poser la question. Si on n'en avait pas de débat, on pouvait mettre chez Microsoft, chez Google, chez n'importe qui, chez OVH, pas de débat. Donc ça, c'est une troisième question à se poser. Comment récupérer mes données en cas de réversibilité? Aujourd'hui, c'est super, je pose des données sur le cloud, nickel. Le jour où j'ai besoin de les récupérer, comment ça se passe? Aujourd'hui, les mécanismes commerciaux des cloud providers, poter des données, ça coûte rien. Ça coûte très peu, 3 centièmes de centimes, je crois, par giga stocké. Ok, ça coûte rien. Par contre, le jour où vous les récupérez, là, le prix, il est 100 fois plus cher. Et ça reste vos données. Hein. C'est vos données que vous avez consciemment mis sur le cloud. Globalement, je ne paye pas grand-chose pour les stocker. Alors, c'est cool, hein, parce que ça m'évite d'acheter des disques et ainsi de suite. Par contre, le jour où je vais les récupérer, je suis un peu lié parce que ça va me coûter, il faut que je sorte de la carte bleue, alors que c'est mes données. Donc ça, c'est des questions à se poser aussi. En cas de réversibilité, le jour où j'ai besoin de les rapatrier, qu'est-ce que je fais? Donc ça sur quels sont les coûts et les niveaux de résilience du cloud. Globalement, je parlais d'OVH tout à l'heure. Il y a des clients, hein, notamment dans la région valentinoise, qui travaillent dans la comptabilité, qui ont posé tous les comptes de leurs clients chez OVH à Strasbourg. Ça a brûlé. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Ils essaient de récupérer des bases de démonstration, de développement, où vous avez un peu des données. C'est assez compliqué à expliquer aux services fiscaux. Monsieur, j'ai perdu vos données. Et là, ça pose des problèmes. Parce que on n'avait pas lu que les données, on se dit, ouais, mais sur un cloud provider, il n'y a aucun risque. Si, ça existe. Donc, il y a des options. Quand j'achète du cloud, là, je vous promets que les clients qui ont eu ces problèmes-là, demain, ils vont se poser la question, je vais les mettre sur 2 plaques géographiques chez un cloud provider. Parce que l'option, elle existe. Hein. J'achète un espace, mais je vais le doubler. En disant, je le mets chez OVH, à Strasbourg et à Roubaix. Mais c'est valable pour plein d'autres cloud providers. Quels sont
Où sont stockées mes données? Ben, globalement, vous ne savez pas. Et vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'aujourd'hui, la scalabilité, ben, ça a un coût. C'est globalement, vos données, on les déplace à un endroit ou à l'autre, parce que potentiellement, j'ai des serveurs qui ont de l'espace en Amérique du Nord, en Allemagne, en Afrique ou ailleurs. On les déplace. Vous en foutez parce que vous y accédez. Sauf que potentiellement, vos données, elles ont fait le tour de la Terre avant de revenir chez vous. Sur des données pas sensibles, c'est pas gênant parce que ça me coûte que dalle. Et le gain, c'est que j'ai sécurisé ça à un endroit. Par contre, si c'est des données un peu sensibles, alors tout à l'heure on parlait de données critiques. Alors données critiques, hein, c'est assez variable dans le temps et on peut en avoir plusieurs définitions. Je vais prendre un exemple. Hein. Une société qui mettait ses factures fournisseurs sur un cloud provider. Récupérer une facture d'un fournisseur de telle société, aucun intérêt, toute seule. Par contre, récupérer toutes les factures de tous ces fournisseurs, ça peut être intéressant. On est capable de vous dire, il y a des ateliers où on parlait de cartographie, hein, on est capable de vous dire, ouais, cette société-là, son fournisseur majeur et critique, c'est lui. J'ai retrouvé une société, son concurrent a racheté le fournisseur principal et a envoyé une lettre recommandée en disant, vous avez 3 mois pour vous passer les services de votre fournisseur parce que je l'ai racheté et moi, aujourd'hui, je vous rends plus le service. Donc globalement, c'est la donnée unitaire, elle n'est pas critique, sauf que l'ensemble des données accessibles, elle devient critique. Donc c'est tout ça. Après, je ne vais pas vous faire peur non plus. Hein. Le cloud a plein d'avantages, mais il y a quelques mécanismes et quelques interrogations à faire. La réplication, hein, globalement, on en a parlé assez longuement, je vais passer assez vite, hein, c'est être capable de déposer vos données à plusieurs endroits. Donc pas de débat, le disque USB, la clé USB, le NAS de voyage et tout. Plusieurs plaques sur un cloud provider, ça va vous permettre de stocker les données et d'avoir une certaine résilience. Donc ça vous dédouane d'un certain nombre de risques, notamment la perte d'un endroit. Par contre, le danger, c'est que ça ne couvre pas tous les risques. Parce qu'aujourd'hui, si vous stockez vos données à 2 endroits différents, le jour où vous avez un crypto-locker, notamment un ransomware, les données, elles sont cryptées aux 2 endroits. Parce qu'on a répliqué, on réplique les données cryptées. Et donc là, ça pose problème parce que ça ne vous couvre pas tout. Donc globalement, il faut faire attention. Hein, ça vous prémunit d'un certain nombre de choses, mais un crypto-locker, c'est pas parce que vous faites de la réplication, vous allez avoir vos données cryptées aux 2 endroits, c'est tout. Chiffrement. Alors chiffrement, c'est super. Ça vous permet effectivement de se prémunir d'un certain nombre de risques sur le vol. Le vol de vos données, un peu critique, je me dis, ouais, ma base client, j'ai pas forcément envie que toute la Terre connaisse mes clients. Donc on va faire du chiffrement. Par contre, le fait de concentrer ce chiffrement-là, notamment les clés et les outils de chiffrement, ça rentre dans le chemin critique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mes données chiffrées, je perds ma solution de chiffrement, je perds mes clés de chiffrement, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Je les ai dupliquées 15 fois, mais elles sont chiffrées. Si j'ai plus accès, je peux plus les déchiffrer, ça pose problème. Donc globalement, par rapport à ça, ça va vous permettre des vols, de la lecture de vos données une fois volées ou accéder. Mais globalement, il faut être conscient que ça introduit un risque sur votre solution de cryptage, d'encryption et les outils qui vont bien. De toute façon, globalement, vous allez traiter, c'est une problématique aussi que vous avez sur les sauvegardes, sur le stockage. Si vous avez des formats DAT, choses comme ça, qui sont posés, qui sont archivés dans un bureau et à un moment donné, il faut être capable de les relire. Et globalement, les formats évoluent. Et il faut être garant qu'aujourd'hui, des données que j'ai archivées il y a 10 ans, je sois capable de les reprendre. Vous prenez une disquette. Je crois qu'il n'y a plus personne qui a des disquettes. Mais il y avait des gens qui avaient des sauvegardes sur disquette. Aujourd'hui, si vous n'avez pas gardé un lecteur de disquette avec un PC qui va bien, alors c'est compliqué, vos disquettes, elles ne servent à rien. Vous pouvez les jeter, ça ne sert à rien. Quoi. Mais globalement, c'est être conscient des risques que vous prenez à chaque fois. Sur chaque solution, ça vous couvre un certain nombre de risques, mais ça ne couvre pas tous les risques. Et dernière solution, par rapport au crypto-locker, ce que je disais tout à l'heure, la réplication va vous permettre d'avoir une résilience. Le chiffrement va vous permettre une protection en lecture. Et la sauvegarde, elle va être capable de revenir de façon granulaire à une situation à un moment donné. Vous avez une corruption de données, vous faites des sauvegardes avec je vais revenir, avec un compte de fréquence et tout, et ça va vous permettre de revenir à des situations granulaires, et globalement, pour adresser la sauvegarde et se poser les bonnes questions, il faut se poser la question de la fréquence. À quel moment mes données évoluent? Si je suis sur une base de données qui évolue tous les quarts d'heure,
j'ai intérêt à la sauvegarder régulièrement, c'est-à-dire tous les 20 minutes, toutes les heures, 2 fois par jour. À vous d'identifier quelle est la granularité de perte de données admissible pour vous. Moi aujourd'hui, mes données, si je perds une journée de boulot, c'est pas grave. Je fais une sauvegarde tous les soirs. Si je perds une semaine de boulot, c'est pas grave. Je fais une sauvegarde tous les dimanches, par exemple. Mais globalement, c'est ces questions qu'il faut se poser là pour identifier la fréquence. La politique de rétention, globalement, c'est combien de temps je vais les garder. Voilà, je veux revenir à une situation. Voilà. Alors, ça, c'est lié à l'utilisation et au métier. Si vous êtes sur des sauvegardes de bases de données, notamment autour de systèmes comptables, vous avez des arrêtés de fin de mois, vous avez des arrêtés de fin d'année, notamment par rapport aux services fiscaux, vous êtes capable de restituer une situation à une date. Et donc, globalement, ça va vous imposer une rétention. Une rétention d'une sauvegarde annuelle, arrêté annuel, et je la garde 3 ans, 5 ans, pour être capable de prouver aux services fiscaux que ma sauvegarde, que mon état de ma comptabilité à ce moment-là, elle était là. Donc voilà. Donc ça va vous donner la profondeur de sauvegarde sur le sujet. Et puis les rotations, c'est au bout de la 5e année, la sauvegarde annuelle que j'avais, je vais l'écraser par la nouvelle. Et on va faire des rotations comme ça pour organiser. Et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut se poser comme question au niveau. Alors après, il y a plein de systèmes de sauvegarde qui vous permettent de faire des sauvegardes avec des situations, des sauvegardes de full et des sauvegardes incrémentales. C'est-à-dire, on va faire une sauvegarde full le dimanche et on va faire des incrémentales. C'est-à-dire, on va sauvegarder tous les événements qui se passent entre le dimanche et la prochaine full pour être capable de faire des restitutions granulaires. Donc, ça vous permet de voir un petit peu les différents types de sauvegardes que vous allez devoir. Et puis, globalement, ce qu'on vous demande, c'est ordonnancer vos sauvegardes avec des mécanismes qui sont liés à vos arrêtés, par exemple. Vous faites une modification, vous avez intérêt à faire une sauvegarde avant, une sauvegarde après, pour être capable de revenir en arrière si la modification s'est pas bien passée. Et donc, effectivement, il faut se poser. Et l'ordonnancement, notamment, moi, je vois beaucoup de sociétés qui ont un plan de production, qui vont aller modifier les données. Donc ça part tous les nuits. Et l'idéal, c'est de faire une sauvegarde avant, parce que s'il y a une propagation ou s'il y a une problématique, il faut être capable de revenir à la situation d'avant. Voilà un petit peu les bonnes pratiques, et j'en terminerai là. Globalement, vous allez retrouver globalement, c'est inspiré de ce qu'on fait au niveau, et elles sont reprises par l'ANSSI globalement. C'est déconnecter les systèmes de sauvegarde du réseau. Globalement, on parlait de CryptoLocker tout à l'heure. La sauvegarde, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire une situation figée et d'être capable de remonter. Si vous êtes sur le même réseau, globalement, les gens qui font une sauvegarde sur un disque USB avec leur PC, le soir, tous les soirs, mais qui partent, le PC est sur le bureau, la sauvegarde est sur le disque qui est connecté au PC, l'intérêt il reste relativement moindre que si vous avez la sauvegarde qui est faite tous les soirs, vous déconnectez le disque USB, vous allez le mettre dans un coffre, vous allez le mettre dans un bureau, ça c'est des choses comme ça. Donc globalement, c'est déconnecter les systèmes de sauvegarde du réseau, parce que si vous avez une attaque, CryptoLocker, votre disque USB, s'il est déconnecté du réseau, il n'y a personne qui pourra venir le chiffrer. Et vous aurez au moins une sauvegarde pour la suite. Deuxième chose, c'est protéger les dispositifs de sauvegarde. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, solution d'encryption, c'est là pareil. Il faut avoir un système de sauvegarde que vous soyez capable de remonter pour récupérer vos sauvegardes et les restaurer. La bonne pratique sur la protection, globalement, c'est chiffrer systématiquement des sauvegardes, notamment quand vous allez vous pouvez faire des sauvegardes sur disque USB, mais vous allez pouvoir les déposer aussi sur un cloud provider. Ça coûte peu cher. Potentiellement, le risque d'avoir besoin de ces données-là, il est faible. Donc, vous pouvez poser, par exemple, des sauvegardes disque USB, plus un peu sur le cloud, plus un peu sur un serveur, ainsi de suite. Il faut juste vous assurer donc, que ces sauvegardes sont chiffrées, protégées, parce que potentiellement, quand vous posez ça sur un système que vous ne maîtrisez pas de bout en bout, potentiellement, il y a un risque, il faut s'en prémunir un minimum. Et dernier point, globalement, c'est tester les sauvegardes et les rotations. Parce qu'avoir un système de sauvegarde, c'est super. Sauf que si je ne les teste pas, potentiellement, le jour où j'en ai besoin, j'ai rien. Parce que il y avait un truc, on a changé un truc à un moment donné. Et du coup, toutes les sauvegardes qui sont passées depuis, elles ne sont pas bonnes. Donc là, vous avez investi sur un système de sauvegarde, vous allez payer sur un système de sauvegarde qui ne vous servira à rien le jour où vous en avez besoin. Voilà. Et puis, la cinquième dernière bonne pratique, c'est sauvegarder vos systèmes de logiciels de sauvegarde. Parce que le jour où vous en avez besoin,
pour restaurer. Il faut être capable de les restaurer eux aussi, parce que potentiellement, vous avez tout perdu. On parlait tout à l'heure de résilience, hein, donc tout ce qui est continuité d'activité, avec la résilience, tout ce qui est donc restitution d'une situation après une crise, après un incident majeur, hein. Vous avez votre usine qui a brûlé, globalement, il faut être capable d'avoir une sauvegarde de vos systèmes de sauvegarde pour être capable de sauvegarder, de restaurer vos sauvegardes sur le sujet. Donc ça fait partie, hein, c'est pareil, on rajoute un élément dans la chaîne critique que vous devez superviser. Et j'en ai fini avec mon intervention. Merci. Merci Lionel pour ces bonnes pratiques.